Voici un avis de disparition. Un homme âgé de 67 ans a quitté à pied son domicile. Châtain clair et Au moment de des sa lunettes. disparition, il portait un pantalon de training. Le vendredi 4 avril, Il ne s'est plus manifesté depuis. Couleur acajou, il est malentendant et s'exprime avec il ne difficulté. s'est plus manifesté depuis. Au moment de sa disparition, il portait un pull à capuche noire, des baskets blanches et probablement un pantalon noir. Ceci est un avis de disparition. Chaque année, 1200 disparitions inquiétantes sont signalées en Belgique. 5% de ces personnes disparues ne sont jamais retrouvées. Quels sont les parcours de vie derrière ces avis de disparition que l'on découvre après le journal télévisé? Derrière ces hommes, ces femmes comme évaporés de notre société. Nous avons décidé de vous raconter l'histoire de ces disparus, mais aussi de leurs familles et des enquêteurs engagés à leur recherche. Je m'appelle Gaëtane Van Kerkom. Aujourd'hui, je vais vous raconter la disparition de Theo Hayé, disparu sur la côte est de l'Australie en mai 2019. Pour en parler, j'ai rencontré ses parents et un enquêteur engagé sur l'affaire. J'aurai aussi à mes côtés pour nous éclairer le commissaire David Rimaud de la cellule des personnes disparues de la police fédérale, créée il y a 30 ans après la disparition de Julie, de Mélissa, d'Anne et d'Effieux. Durant la nuit du 31 mai au 1er juin 2019, Theo Hayé, un jeune homme âgé de 18 ans, originaire de Overijse, a disparu de Byron Bay alors qu'il était en voyage en Australie. Afin d'aider les enquêteurs belges et australiens, la police est à la recherche de toute personne qui aurait communiqué avec Theo Hayé, de quelque manière que ce soit, durant les jours précédant sa disparition. Le soleil brille ce matin du 31 mai à Byron Bay. Ciel radieux, mais température frisquette, à peine plus de 15 degrés. Il faut dire que l'automne est largement entamé dans cette partie du globe. Les paysages restent paradisiaques, surtout le long des plages, mais le fond de l'air rappelle que l'hiver australien n'est plus très loin. Byron Bay, c'est le point le plus à l'est de l'Australie, le premier à voir le soleil se lever. 175 km en dessous de Brisbane sur la carte, c'est un spot incontestable pour touristes. Sa plage est classée parmi les plus belles du pays, avec une réputation plutôt cool, héritier du mouvement hippie des années 60-70. Certains y cherchent d'ailleurs encore, avec plus ou moins de réussite, le secret d'une vie alternative. Sur la route du sud, vers Sydney, c'est un point de passage obligé pour les voyageurs en tout genre. Et surtout ceux qui voyagent légers, sac au dos, qu'on appelle les backpackers, et qui se posent en général dans une des 7 auberges de jeunesse de la petite ville côtière. Theo Hayé a évidemment, comme beaucoup, pointé Byron Bay dans son itinéraire. C'est son dernier arrêt avant Melbourne, où il doit reprendre l'avion pour la Belgique. Theo a voulu partir en Australie parce que son parrain, Vinciane Delforge, maman de Theo Hayé, est allé habiter en Australie puisqu'il s'est marié avec une Australienne. Et donc, quand le parrain de Theo a quitté la Belgique, il a promis à Theo de lui payer son billet d'avion quand il aurait 18 ans. Et donc, à ses 18 ans, son parrain a tenu sa promesse et à ce moment-là, sa cousine Lisa était déjà en Australie. Et donc, il arrive à Melbourne le 11 novembre 2018. Laurent Hayé, père de Theo Hayé. Il passe d'abord un mois avec son parrain où il prend connaissance des lieux et ensuite il commence son séjour avec son passeport Work Holiday Visa à travailler dans des fermes. Il a également travaillé pour l'Open de tennis à Melbourne et puis entre ces différents épisodes de travail, il voyage, il rencontre un Suisse avec lequel il part en Tasmanie et puis il remonte vers le nord de l'Australie. Pour après redescendre en longeant la côte est. Theo avait l'air très très content de son voyage. C'était un peu un rêve d'enfant. Ce voyage, il était enchanté par l'environnement, la nature, les animaux. Et je pense que, j'ai pu constater moi aussi que l'Australie pouvait répondre à toutes ses promesses. Et oui, il était très très content de son voyage, des expériences qu'il pouvait en faire, mais malgré tout, il avait très très envie de rentrer. Son retour était prévu le 13 juin et un petit peu avant, je dirais 2 mois avant la date de son retour, sa cousine Lisa a, on va dire, manifesté l'envie de ne pas rentrer et de poursuivre un an supplémentaire en Australie. Et donc, sachant ça, moi j'avais posé la question clairement à Theo en lui demandant si lui aussi il avait peut-être envie de prolonger.
Il m'a dit non, pas du tout. Moi, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de retrouver ma chambre, mes amis, ma famille. J'ai envie de partir en vacances avec vous. Enfin voilà. Donc, il avait envie vraiment de rentrer pour commencer, on va dire, ses études. Et donc après 7 mois, la dernière destination où il se trouve avant de rejoindre son parrain et avant de rejoindre la Belgique, il se retrouve fin mai, vers le 28 mai, dans la petite station balnéaire charmante de Byron Bay, qui est un endroit très fréquenté par les backpackers, justement, parce que c'est un endroit un peu idyllique, anciennement fréquenté par la communauté hippie, et dans laquelle il y a une forte communauté très soudée. En ce 31 mai, Théo Hayet se réjouit donc de rentrer en Belgique. Mais avant de prendre la direction de Melbourne, où il passera sa fin de voyage avec son parrain, il lui reste 3 jours pour faire le plein d'images paradisiaques, et ce sera donc à Byron Bay. Installé à l'auberge Wake Up, toute moderne, non loin de la fameuse plage de Belongil Beach, il a déjà fait la connaissance d'autres baroudeurs. Ensemble, ils projettent d'ailleurs d'aller boire un verre le soir même. Après le repas, ils prennent donc la direction du bar dansant, le Cheeky Monkey, à moins de 3 km. Mais la soirée ne s'éternise pas. Même pas le temps pour Théo Hayet de terminer sa 2e bière qu'il est sorti du bar par un videur, dont le boulot, manifestement sous pression, est de détecter les premiers signes d'ébriété ou de faire de la place dans l'établissement, ce n'est pas très clair. Quoi qu'il en soit, de retour des toilettes, sans même pouvoir prévenir ses compagnons de table, Théo se voit diriger vers la sortie et se retrouve seul en rue. Des images de vidéosurveillance le captent, tapotant sur son téléphone et marchant, grosso modo, dans la direction de son auberge. Pas par l'artère principale, plutôt par l'arrière du bar, mais la direction est la bonne. Ces images, ce vendredi 31 mai, peu après 23h, sont en fait les dernières traces visuelles qu'on garde de Théo Hayet, disparu ce soir d'automne australien en 2019. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, Théo Hayet ne regagne donc pas sa chambre à l'auberge de jeunesse. Mais personne ne peut véritablement s'en inquiéter sur place. Les voyageurs vont et viennent et leurs liens sont forcément superficiels. C'est en fait la maman de Théo en Belgique qui est la première à se poser des questions. Je lui ai envoyé des petits messages. Vinciane Delforge, maman de Théo Hayet. Et donc il ne m'a pas répondu. Les premiers jours, je dirais les 2-3 premiers jours, je me suis dit bon, il est peut-être dans un endroit où il n'y a pas de réseau, c'était déjà arrivé. Et donc j'avais une petite inquiétude, mais je suis très mère poule, donc c'est clair que il y avait une petite angoisse, et d'un autre côté, j'essayais de calmer mon angoisse en me disant c'est pas la première fois, t'inquiète pas, ça va. Et puis au bout du 4 ou du 5e jour, là, c'était plus juste une petite angoisse, l'angoisse est montée. J'ai envoyé un message au parrain de Théo pour voir s'il avait des nouvelles. Et puis, j'ai contacté aussi Lisa pour voir si elle aussi, elle avait des nouvelles. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. La maman de Théo Hayet prévient le père de son fils, alors en vacances, et prend contact avec le ministère des Affaires étrangères, qui lui conseille de signaler la disparition à la police de son domicile. Très rapidement, la cellule des personnes disparues de la police fédérale est informée de la disparition de Théo Hayet en Australie. Je suis de permanence et je reçois un coup de fil et de collègues de la zone Overijse ainsi que du ministère des Affaires étrangères. Philippe Pierrard, inspecteur principal à la police fédérale, affecté à la cellule des personnes disparues en 2019. Avec qui on a régulièrement des contacts pour dire qu'un jeune a disparu en Australie et qu'on n'a pas de renseignements, mais que la famille s'inquiète fortement. Alors, personnellement, dans les premières heures, qu'est-ce qu'on a fait ? Je me suis rendu sur place à la police locale, discuté avec les enquêteurs, on a rencontré la famille et essayé de comprendre. David Rimaud, vous êtes enquêteur à la cellule des personnes disparues de la police fédérale. On voit ici qu'on doit peut-être déclarer une disparition survenue à l'étranger auprès de la police belge. Tout à fait. Lorsqu'on est confronté à la disparition d'un proche belge qui a disparu à l'étranger, il vaut toujours mieux d'abord signaler la disparition en Belgique. Peu importe dans quel service de police, de préférence dans la zone de police où réside
le ressortissant belge disparu à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toute une série de devoirs qui vont être réalisés en Belgique et qui pourront fortement aider les policiers étrangers dans le cadre de leur enquête. Je pense par exemple à des recherches que la personne aurait faites sur son ordinateur par rapport au voyage qu'il comptait faire, avec éventuellement des points de chute. Et donc tous ces éléments qu'on va pouvoir recueillir en Belgique dans le cadre du dossier belge de disparition seront très utiles aux policiers étrangers afin de leur éviter des démarches juridiques et administratives, de demandes de devoirs spécifiques qui prennent beaucoup de temps et qui risquent d'être moins efficaces. Et après une semaine, plus de temps à perdre. Il faut être efficace. Philippe Pierrard de la cellule des personnes disparues prend donc contact le soir même avec ses collègues australiens. On a plusieurs systèmes de possibilités pour contacter l'Australie et ce soir-là, on va déjà avoir un premier contact avec un enquêteur qui va donner les premières informations, qui montre que c'est quelque chose qui est assez inquiétant, puisque ça fait quand même 5 jours à ce moment-là qu'il n'y a pas eu de nouvelles de Théo. Et que manifestement, des premières informations de la part des parents, Théo n'est pas quelqu'un d'inconsidéré qui pourrait faire des choses qui pourraient le mettre en danger, initialement. J'entends dans les discussions que j'ai avec les collègues là-bas qu'il y a pas mal de gens sur le terrain. Et on va de suite leur mettre à disposition les éléments dont on peut retrouver la trace. Utilisation du compte bancaire, utilisation de son GSM belge si c'était le cas, et mettre un maximum d'éléments à disposition des enquêteurs australiens. Car au moment où la police belge s'inquiète, les Australiens viennent en effet aussi d'entamer des recherches, alertés par le logeur de Théo Hayé. Donc Théo a disparu dans la nuit du vendredi 31 mai et du samedi 1er juin. Laurent Hayé, père de Théo Hayé. Et donc il était censé faire le check-out à son hôtel 3 jours après, le lundi, puisqu'il avait réservé un bus pour se rendre à Sydney et puis ensuite rejoindre son parrain. Et donc le lundi, il ne fait pas son check-out, mais les gérants de la pension ne s'inquiètent pas parce que comme c'est un endroit fort fréquenté par les jeunes, où on fait la fête, il n'est pas rare qu'il y ait des rencontres qui se fassent et que du coup, on va dormir chez l'un ou chez l'autre. Et c'est le jeudi 6 juin que là, les gérants de l'hôtel de Théo, de l'auberge de jeunesse, contactent la police de Byron Bay pour signaler sa disparition. Et donc, ça a coïncidé avec le jour où nous, on s'est rendu compte que Théo avait disparu. La presse sur place est alertée. Et rapidement, les médias belges embrayent. Le vendredi 7 juin, les premiers articles sont publiés dans les journaux et sur les sites d'information chez nous. Un avis de disparition est aussi publié sur le site de la police belge et de Child Focus. Et rapidement, les parents de Théo Hayé, qui vivent un cauchemar éveillé, manifestent le besoin de se rendre sur place pour prendre part eux-mêmes aux recherches. La maman, qui sort d'une opération, doit attendre le feu vert médical, mais le papa, lui, s'envole 1 semaine après l'avis de disparition. Très rapidement, mes amis et moi-même avons décidé que je partirais le plus rapidement possible en Australie, donc le temps d'obtenir un passeport, de trouver un billet d'avion, et donc je suis parti le 13 juin, le jour où Théo était censé rentrer à Zaventem. Ce jour-là, je montais dans un avion pour partir à sa recherche, avec un ami à moi en fait. Avec quoi comme volonté ? De rejoindre les recherches qui avaient déjà été mises en place par le parrain de Théo et sa cousine, qui avaient lancé un appel à l'aide sur la page Facebook de la communauté de Byron Bay. Et donc le premier jour, ils étaient à 4, et lorsque moi je suis arrivé le 13, on était plus ou moins 200 personnes à chercher Théo partout dans Byron Bay. Il y a presque 2 semaines que Théo Hayé a disparu quand son père arrive en Australie. Pour découvrir le contraste entre les plages paradisiaques de Byron Bay, sable blanc, eau turquoise, et la rudesse de son environnement. Il y a de nombreux rochers, de nombreuses falaises, et les espaces boisés sont en fait une sorte de maquis épais et hostile, appelé le bush en Australie. Assez logiquement, les premières fouilles se sont concentrées sur le trajet entre le bar que Théo Hayé a fréquenté le soir de sa disparition et son auberge, en attendant le suivi précis du téléphone qui permettra de limiter la zone de fouille. Et dans cette urgence, pour retracer la localisation du smartphone, ce ne sont pas les opérateurs téléphoniques qui sont les plus rapides, mais la mère de Théo.
C'est grâce à la cellule des personnes disparues qui nous a expliqué que pour pouvoir, on va dire, localiser le téléphone, il fallait rentrer dans le compte Google. Alors il se fait que je ne connaissais pas ce compte, le mot de passe pour rentrer dans le compte Google. Et en fait, c'est vraiment en faisant des essais-erreurs que j'ai réussi à trouver. Je sais pas comment j'ai fait en fait. C'est vraiment par hasard. Je me suis dit je vais essayer ça. Après avoir essayé plein de choses différentes, que j'ai trouvé le mot de passe. On découvre ainsi que le soir même, le téléphone de Théo Hayet a bien pris un chemin qui pouvait le mener à son auberge, à condition de bifurquer à gauche sur le trajet. Mais au lieu de tourner à gauche, il a pris à droite, à l'opposé de sa destination. Pour situer, Byron Bay est une petite ville en retrait d'un phare, lui-même construit sur une pointe escarpée. De part et d'autre de cette pointe, des plages. À gauche, la plage fréquentée de Belongil Beach, où se trouvent les villas et les hôtels, dont celui de Théo. Et à droite, une plage déserte, plus sauvage, bordée de bush. Et impossible de passer de l'une à l'autre, le rocher escarpé du phare représentant un obstacle naturel infranchissable. Ce soir-là, manifestement, selon son téléphone, Théo s'est retrouvé sur la mauvaise plage, dans le noir complet d'une nuit sans lune. Et donc là, après avoir traversé ce bush, il se retrouve sur une plage. Laurent Hayet, père de Théo Hayet. Qui s'appelle Tallow Beach, au bout de laquelle se trouve un endroit qui s'appelle le Cozy Corner. Et dans cet endroit, on sait que régulièrement sont organisées des fêtes un peu clandestines. Là, donc, on n'a pas de preuve que Théo est accompagné, mais tout semble très bien se passer, puisque Théo répond sur Messenger à des messages envoyés un peu plus tôt dans la journée par une amie proche qui se trouvait à Boisfort, et puis à une autre personne qui était sa demi-sœur à Overijse, et tout semble bien se passer, notamment à sa copine de Boisfort. Il répond qu'il ne pourra pas assister au concert de U2 qui a lieu à Sydney un peu plus tard, 2 mois plus tard, au mois de septembre, en disant que voilà, il compte rentrer dans les 10 jours plus tard, donc il n'y a pas de raison qu'il soit présent à ce concert. Et donc en fait, dans les échanges de messages, on peut voir que Théo est tout à fait clair et sain et en pleine possession de ses moyens. Et malheureusement, vers minuit 20, alors que ça fait déjà plus ou moins 1 heure qu'il se trouve à ce fameux endroit, le Cozy Corner, il coupe Google Maps pour une raison inconnue, mais probablement pour économiser la batterie de son téléphone, dont il aura besoin pour s'éclairer avec la torche de son téléphone. Sur place, la trace du téléphone montre au moins une tentative de gravir une partie de la colline du phare avant la fermeture de l'application. Les autres données de téléphonie récoltées vont démontrer que le téléphone ne s'est jamais retrouvé au sommet de la butte. On détectera des signes d'une possible chute de l'appareil, qui a arrêté d'émettre 12 heures plus tard sans être tombé dans l'eau, mais le téléphone n'a jamais pu être retrouvé. Que faisait Théo sur cette plage déserte où certains soirs des fêtes sont organisés, mais pas ce jour-là? Le savait-il ou est-ce un hasard? Son père va tout faire pour découvrir le contenu de ces dernières communications écrites. Il va carrément pour cela interpeller un géant mondial des réseaux sociaux lors d'une conférence de presse. This is a question of providing assistance to a person in grave danger. It is vital that investigators get access to Theo's WhatsApp account without delay. Every minute counts. Sachant que Théo avait utilisé WhatsApp, j'ai interpellé Facebook et Mark Zuckerberg pour lui demander son aide et son assistance afin qu'il procure un maximum d'informations qu'il détenait. Et il y aura des suites à ça? Et là, il a rapidement répondu aux autorités australiennes en répondant que WhatsApp était crypté et qu'il ne possédait pas les clés pour décrypter les messages. David Rimeau, vous êtes enquêteur à la cellule des personnes disparues de la police fédérale. Que peut-on en fait attendre comme information venant des réseaux sociaux dans le cas d'une disparition? Alors c'est clair qu'actuellement,
cette notion de réseau social, ces technologies, pour nous, font partie aussi intégrante des devoirs d'enquête qu'on fait en matière de disparition. Et donc, il y a évidemment une différence énorme entre le fait qu'on puisse retrouver le GSM de la personne disparue ou pas. Si on n'a pas eu la possibilité de retrouver le GSM à l'étranger de la personne qui a disparu, on ne peut malheureusement avoir accès qu'aux données de localisation de la personne. Et c'est évidemment très frustrant parce que ça serait aussi pour nous très intéressant d'avoir accès au contenu des messageries, quelles qu'elles soient, afin de savoir réellement ce qui s'est passé dans les dernières heures ou les dernières minutes avant que la personne ne disparaisse. Mais malheureusement, actuellement, on n'a pas la possibilité d'avoir recours à ce type d'informations. Fin juin, presque un mois après la disparition du jeune Belge, les recherches se poursuivent dans le bush et aux alentours de la plage où son téléphone a bordé pour la dernière fois. Sur place, les parents sont rejoints pour quelques jours par des enquêteurs belges. On va rester 5 jours sur place. Inspecteur Philippe Pierrard, affecté à la cellule des personnes disparues en 2019. On est accueillis le soir, on arrive aux environs de minuit, 1h du matin, heure locale, et le lendemain, dès 7h30, 8h, on est avec les collègues, à voir un petit peu ce qui se passe, à aller voir les lieux, à se rendre compte et à partager. C'est essentiellement partager parce qu'on n'est pas là en tant qu'enquêteur, chef d'enquête, c'est eux qui ont l'enquête dans les mains, c'est eux qui dirigent tout ça, mais ils sont à l'écoute aussi, de voir un petit peu comment on travaille, et toute piste est bonne à prendre, toute information est bonne à prendre, et on va pendant 5 jours travailler 12 à 14 heures sur place, et à aller voir, à les constater, à aller essayer de trouver des éléments, et puis après malheureusement revenir bredouille dans un premier temps, mais avoir pu déjà se rendre compte de tout ce qui était fait, de pouvoir, dans certains cas ici les parents étaient aussi sur place, mais rassurer les familles sur ce qui est fait, parce que parfois dans certains dossiers la famille va dire oui mais ça se passe là-bas, est-ce qu'ils font des recherches, est-ce qu'ils fouillent, etc. C'est compliqué à justifier. On a pu servir aussi d'interface avec la famille parce que malheureusement, ils peuvent comprendre un peu l'anglais, mais peut-être pas les termes techniques policiers, et de pouvoir traduire et leurs demandes, leurs attentes et les résultats qui sont apportés. Au mois de juillet, 1 mois et demi après les derniers signes de vie de Théo Hayé, une casquette, sa casquette, est retrouvée dans le bush, non loin de la trace numérique qu'a laissé son téléphone. La preuve qu'il est bien passé par là, mais aussi de nouvelles questions. Pourquoi a-t-il abandonné sa casquette s'il n'était pas dans une forme de situation de stress ? Oui, c'est clair qu'en plus, cette casquette-là, c'était une des casquettes fétiches, préférées de Théo. Vinciane Delforge, maman de Théo Hayé. Et clairement, je pense que s'il était tranquille, en plus on voit que sur le compte Google, on peut voir la vitesse du déplacement. Il ne marche pas, il ne court pas non plus, mais c'est une marche très rapide, donc à la limite de la petite course. Et donc, à ce moment-là, je ne pense pas qu'il est en danger, suivi, mais par contre, peut-être qu'il sent le danger d'être dans cet endroit-là qui est pas accueillant. Et donc, ce qui pourrait expliquer qu'il perd sa casquette et qu'il n'a pas envie de perdre ceux ou celui qui est devant, et que donc il abandonne, il laisse la casquette parce qu'il fait noir et qu'on n'y voit rien, et qu'il veut surtout pas, on va dire, être lâché par ceux qui sont devant. Parce que là, peut-être qu'il se dit, ouf, je suis pas dans un endroit sécure, et donc je veux pas me retrouver tout seul là, quoi. Au mois de septembre 2019, l'enquête de police est terminée. Le dossier est alors confié à un coroner chargé de faire la lumière sur l'affaire. C'est comme ça que ça se passe en Australie. C'est ainsi que 2 ans et demi après la disparition du jeune Belge, 2 semaines d'audience sont programmées. Et au terme de cette quinzaine, 2 scénarios sont retenus dans les conclusions. L'accident ou la mauvaise rencontre, le coroner s'estimant incapable d'exclure une de ces 2 hypothèses. Il y a donc d'abord le possible scénario de l'accident. Théo aurait été trompé par un mauvais itinéraire sur son téléphone. Un GSM peut parfois prendre une mauvaise localisation et ne pas se mettre sur le point où on se trouve, mais sur un point décalé. Inspecteur Philippe Pierrard. On va dire Waze, par exemple, que tout le monde connaît. Si on se trompe d'une rue à un certain moment, Waze va recalculer, va redonner des directions, sauf si on n'a pas de connexion data à ce moment-là. Et si on n'a pas de connexion data à ce moment-là, il va garder la première information qui est connue et pourrait
vous orienter vers un mauvais endroit. En refaisant le tracé Google Maps de ce qu'il a parcouru, on va voir qu'au départ, c'est un chemin bien blanc, assez facile à suivre parce que le sable est assez blanc à cet endroit-là. Et puis ça va devenir un petit sentier, puis ça va devenir au milieu du bush et donc de buissons assez touffus. On se retrouve sur la plage. On va remarquer relativement vite que on n'est pas sur la plage où on peut tourner à gauche pour rejoindre l'auberge de jeunesse puisqu'il n'y a plus rien, il n'y a que le phare à gauche. Et donc, sans doute s'est-il rendu compte à ce moment-là qu'il n'était pas là où il pensait être. On peut croire que Théo ne veut pas retraverser le bush. En le faisant de jour, c'est déjà très compliqué. Je l'ai refait de nuit, c'est hyper compliqué en sachant ce que je faisais et où j'allais débarquer. Et quand on voit le phare et du sol, on voit qu'il y a une pente, je ne vais pas appeler ça une pente douce, mais une pente accessible pour aller vers le phare, en tout cas dans un premier temps. Ce n'est pas impossible de croire qu'il ait voulu remonter là pour rejoindre le phare, parce qu'une fois qu'on est au phare, on est sur une route, et là, on peut retourner là où on veut, que ce soit au centre-ville, que ce soit à son auberge de jeunesse, le phare étant le point de repère central de la ville. Et il aurait alors chuté dans l'océan Pacifique, sans laisser aucune trace. Mais certains éléments troublants ne permettent pas non plus d'exclure le scénario de la mauvaise rencontre, ou encore de l'accident provoqué par ou en présence d'autres personnes. Sa vitesse de marche rapide laisse penser par exemple qu'il pouvait suivre quelqu'un qui connaissait les environs. Même sans trace d'un autre GSM sur la plage, les proches pensent que Théo Hayet était possiblement accompagné. Moi, dans la théorie de l'accident, le scénario que je m'en fais, c'est que... Vinciane Delforge, maman de Théo Hayet. Ils étaient plusieurs sur la plage et que peut-être à un moment, un des jeunes aurait voulu, on va dire, peut-être prendre des effets personnels, et ou de l'argent, ou je ne sais pas, ou en tout cas, on va dire, avoir envie de quelque chose que Théo ne veut pas donner, ou en tout cas ne veut pas se laisser faire, enfin, j'imagine, et que donc là, on va dire, pour échapper, ou en tout cas pour ne pas avoir à donner ses affaires, ou peu importe, échapper, que là peut-être qu'il monte sur la colline, enfin la falaise, et que de là, préférant ne pas, on va dire, se faire attraper, il préfère s'échapper, et que là il y a possiblement un accident. Et puis, il y a la pause de plusieurs minutes ce soir-là, près d'un terrain de sport, où il y a souvent des rassemblements. C'est là que son itinéraire change. Ces fameuses 7 minutes... Laurent Hayet, père de Théo Hayet. Qui nous donne de bonnes raisons de croire qu'il a très vraisemblablement rencontré quelqu'un. Donc, selon nous, la thèse de la police n'est pas impossible, mais il doit y avoir quelqu'un qui sait quelque chose, en fait, à l'heure où on parle. C'est ça qui vous anime encore aujourd'hui? Vous voudriez avoir ce témoignage? Pensez qu'il y a quelqu'un qui sait? Absolument, parce que même si la maman, le petit frère de Théo et moi-même sommes très réalistes et on n'a plus vraiment d'espoir que Théo soit encore en vie, dans le processus de deuil, il est indispensable qu'on sache ce qui s'est passé en fait, parce qu'il manque une pièce au dossier et même si, je répète, on est réaliste, inconsciemment, on ne peut s'empêcher de croire ou d'imaginer ou d'espérer qu'il pourrait être encore en vie quelque part, en fait, puisque on n'a pas récupéré le corps et la mort, c'est noir ou blanc. Trop de points d'interrogation pour faire le deuil à 100%. Et parmi les personnes qui ont possiblement vu quelque chose ce soir-là, la famille pense notamment aux nombreux sans-abri de la petite ville qui trouvent parfois refuge dans le bush et qui passent sous les radars de la localisation GSM. Pas de GSM sur la plage ne signifie pas qu'il n'y avait personne. Une grosse prime de 500 000 $ australiens, plus de 300 000 €, a été offerte pour tout témoignage déterminant, sans résultat à ce jour. En Australie et en Belgique, l'enquête est suspendue en attendant de nouveaux éléments. Théo a été supposé mort selon le coroner, mais son dossier de disparition reste tout de même ouvert. Son ADN est intégré à une banque de données et tous, proches, familles et enquêteurs, espèrent un jour pouvoir obtenir une réponse.
Sur place, à Byron Bay, les bénévoles qui ont entrepris d'immenses recherches pendant des mois ont depuis reçu un award pour leur initiative et notamment pour avoir retrouvé la fameuse casquette, seul élément concret de l'enquête. Un lien immuable s'est d'ailleurs créé entre la famille de Théo Hayet et ces inconnus devenus des familiers. Ces gens se sont tellement investis, nous ont soutenus et ont été d'une intelligence émotionnelle incroyable et pratiquement aussi. Donc on est encore toujours en contact. L'anniversaire, il ne manque pas de commémorer l'anniversaire de Théo, ainsi que l'anniversaire de sa disparition. Le journal local de Byron Bay me contacte chaque année pour me demander si je veux intervenir, pour délivrer un petit message. Oui, c'est incroyable, alors qu'en Australie, on voit à peine, on sait à peine où se trouve la Belgique. Là, la disparition de Théo les a touchés énormément et ils sont nombreux à dire qu'il y a eu Byron Bay avant Théo et Byron Bay après Théo. Et voilà, ils considèrent vraiment Théo comme un enfant du village, en fait, de la ville. Vraiment, dans la mobilisation de la population locale, ça a été vraiment incroyable. Et moi, je dis toujours, j'ai perdu un fils, mais j'ai gagné une famille. Ce sont pas des gens de ma famille, mais ce sont des personnes envers qui je serai toujours reconnaissante. La maman de Théo Hayet invite-t-elle les jeunes à continuer à découvrir le monde comme son fils a pu le faire, mais donne tout de même un précieux conseil, histoire que sa douloureuse expérience puisse servir à d'autres. Je pense que c'est important pour les jeunes de continuer à voyager, même malgré ce que j'ai vécu. Mais je pense que c'est très important que le jeune, avant de partir, donc note ses codes d'accès dans une enveloppe fermée et que les parents gardent cette enveloppe précieusement au cas où. Mais à part ça, je pense que oui, c'est bien que les jeunes voyagent et qu'ils découvrent d'autres cultures, fassent des rencontres. Je pense que c'est super important. Si vous possédez des informations par rapport à la disparition de Théo Hayet en Australie en 2019, vous pouvez toujours contacter la police via le site internet police.be. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ainsi que toute la série Avis de disparition sur notre application Ovio.